Bonjour à tous. Ça va Paris? Bonsoir Versailles. On ne vous entend pas ce soir. Devant ce tonnerre d'applaudissements, je vais me présenter. Bienvenue dans cette édition 2023 du SEO Camp qui a changé de nom, vous êtes au courant. On venait dans un spécial et recrutement. Est-ce qu'il y en a qui recrutent des gens aujourd'hui? Ouais. Est-ce qu'il y a des candidats également? Ouais. Ok. Ouais, mais, tu auras pléthore. Et donc, je vais présenter, ou je vais vous laisser vous présenter, mais vous peut-être vous les connaissez déjà, des membres qui, justement, ceux qui s'y connaissent en recrutement, Emmanuel, Patrick et Hervé, pardon. Et je vais vous laisser vous présenter, et puis ensuite, on passe aux questions. Voilà. Bon, alors bonjour à tous. Moi, je suis donc Emmanuel de Vaumoret. Je suis le fondateur d'Uplix. Et c'est vrai que le recrutement est quelque chose de très important pour moi, parce qu'on recrute quasiment tous les mois quelqu'un. Donc, je suis ravi de participer à cette table ronde. Yes, Patrick Valibus, fondateur de 410 Gone et puis SEO Camp, enfin FEPSEM. Et ça, et oui, c'est vrai que le recrutement est stratégique, tout simplement parce qu'on est sur des métiers de conseil, et les métiers de conseil, c'est avant tout de l'humain. Voilà. Et forcément, quand j'ai des gens qui cherchent à entre guillemets, se fournir dans des produits de bonne qualité, ben nous, c'est des humains qui sont performants qu'on cherche, et avec une bonne relation humaine, et c'est hyper important et stratégique. Voilà. Bon, Patrick a planté le décor, l'humain comme ressource. Et moi, je suis là pour représenter les cabinets de recrutement, Hervé Bourdon, Digirox. Donc, on va essayer de voir comment on peut bien bosser ensemble, c'est ça? Ça doit être ça. Et finalement, je me suis rendu compte que je ne me suis pas présenté. Je suis Nicolas Audemars, Nico SEOSEM, et je suis en France Country Manager pour un outil SEO qui est écrit sur mon t-shirt, dont je ne peux pas prononcer le nom. Et ça commence par 6 et ça finit par Trix. Bueno. Et première question, cher recruteur, vous êtes plutôt de quelle équipe? De l'équipe savoir-faire ou savoir-être? Et pourquoi? Alors moi, les deux. On a le droit de dire les deux? Non, tu es d'une équipe. Tu marques pas dans les deux camps. Tu marques... Il faut vraiment être... Alors, je vais dire savoir-être. Pourquoi? Alors, savoir-être, donc en effet, c'est deux piliers essentiels dans le recrutement. C'est ta capacité à gérer un client, enfin à parler à quelqu'un, à autrui déjà, avant de parler de client. Et ta capacité aussi, donc ça c'est savoir-être, et puis la capacité aussi à savoir de quoi tu parles, sur les compétences. Moi je trouve que les compétences, c'est quelque chose qui peut on n'est pas médecin, hein, donc ça peut se rattraper quand même avec un peu d'énergie. Alors il ne faut pas partir de trop loin, mais ça se rattrape. Ça peut se perfectionner, et les formations dans une boîte, c'est fait pour ça. En revanche, le savoir-être, c'est un peu plus difficile à enseigner à son prochain. Donc je pense que le savoir-être, c'est vraiment un nerf de la guerre essentiel. Moi, je dis souvent, si j'ai le droit de rajouter un dernier truc, c'est que on préfère aller dans un café où on est hyper bien accueilli, où on se sent, on est bien, et pour lequel le café en lui-même n'est pas oufissime, plutôt que dans un endroit où le café est oufissime, mais on n'est pas très bien accueilli, et on sent qu'il faut vite qu'on paye et qu'on puisse laisser sa place à un autre. C'est compréhensible. Patrick, tu as le même point de vue ou... Ici, compliqué au sens où il faut savoir ne pas se sacrifier l'un pour l'autre. Voilà. Au sens où, tu l'as très bien dit, hein, il y a ceux sur lesquels on peut plus facilement monter en compétence. Après, on peut former quelqu'un sur du savoir-être aussi. Des fois, il y a une barrière où l'éducation avant a fait que c'est mort. Hein. Voilà. Mais il ne faut pas non plus avoir des personnes, si tu veux, qui vont être super capables d'enjoliver, et en fait, tu es sur le champion du monde des bullshitters, quoi. Voilà. Donc en fait, c'est important. Je pense que si on doit mettre une priorité, allez, oui, je mets le savoir-être, mais je pense que c'est crucial d'identifier les capacités d'évolution et vraiment de progression de la personne sur la compétence technique. Nous, on est une agence très orientée technique, donc c'est un point où vraiment on va essayer d'aller regarder là-dessus si ça accroche ou pas, parce que sinon tu te retrouves avec quelqu'un qui te fait des belles slides et qui bullshit un peu, et ça le fait pas, quoi. Et toi, Hervé, tu mets le maillot de quelle équipe? Alors, je comprends que Patrick est au milieu, là, tu as mis la balle au centre. Eh ben, je vais être l'ambassadeur du savoir-faire. C'est-à-dire que dans notre activité, on est 20 recruteurs, on a placé les compétences et les preuves de compétences, les résultats
au centre de notre travail. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un côté animal, instinctif qui est présent, et ça se déroule même en visio ou en rencontre. Et le fait de fitter avec quelqu'un, c'est quand même quelque chose de très animal. Mais il faut aider à rationaliser les process de recrutement. On n'est pas forcément copains avec toutes les personnes avec qui on travaille. Ensuite, souvent, le savoir-être, les soft skills, elles sont déclaratives. Ouais, je suis hyper sympa, j'adore travailler en équipe, machin. Mais je pense qu'il y a réellement des hard skills d'organisation, relationnels, qui sont vraiment importants. On le voit dans les équipes qui travaillent en agile, la capacité à mener des itérations sans perdre son cerveau, à faire du reporting, à conserver le contact lors des conflits. Donc je pense que tout ça, ça s'organise. Et puis on laisse peut-être en tant que recruteur la partie irrationnelle aux managers qui recrutent, aux patrons qui recrutent. Puis juste un dernier mot, méfiance aussi sur ce côté savoir-être. C'est assez important de l'évaluer et de faire attention aussi aux biais de recrutement, parce qu'on a tendance à recruter des clones, des gens qu'on trouve sympas, et souvent c'est des facteurs d'exclusion. Il n'est pas comme moi, je le sens pas. C'est des biais, quoi. Ouais. Puisque tu as la parole et tu parlais de confiance, et ta relation entre, ce que tu penses toi, entre le télétravail et la confiance. Comment tu gères télétravail et confiance? Comment une boîte qui recrute quelqu'un va faire le bon choix avec le salarié qu'elle va prendre? Parce que tu sais, aujourd'hui, tu as de l'hybride, tu as du total, présentiel, total. Machin. Alors, déjà, ça dépend des rôles, ça dépend des missions qu'on veut confier, et puis aussi de l'expérience, de l'organisation telle qu'elle est vraiment posée pour pouvoir travailler de manière distante, en remote, de manière qualitative. Alors, je me raccroche toujours à la même chose, qui sont les livrables, ou les résultats attendus, ou les objectifs fixés. Parce qu'il y a des personnes qui comprennent ça, il y a d'autres personnes sur qui la présence, la question d'un management ou micro-management ou petit management est important. Ça peut être dans le côté directif, mais ça peut être dans le côté ambiance. Moi, j'aimerais bien travailler avec Patrick et avoir des interactions plusieurs fois par jour. Ça peut être sympa. Enfin, je sais pas, d'ailleurs, je dis ça comme ça. C'est au hasard. Mais je veux dire, il y a ce côté isolement et accompagnement qui peut être intéressant. Et puis, il y a des jobs où le côté ping-pong ou interaction est plus bas. Donc ça s'organise, je dirais, c'est comme les soft skills, il y a vraiment une organisation là-dessus et des rôles sur lesquels ça peut fonctionner. Mais attention, ça ne s'improvise pas, donc il faut rentrer dans une démarche de construction là-dessus. Justement, peut-être, vous avez, Patrick, ou vous avez des astuces comme ça, par exemple, pour garder la confiance dans le salarié que vous avez embauché et puis le surveiller aussi, enfin, Sur du télétravail. Ouais, télétravail. Il a dit surveiller. 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 Ouais. Le mot-clé est dit. C'est un mot interdit, surveiller. Si là-dessus, nous, on est en 100% télétravail. Sur le contrat type 410, c'est du 100% télétravail. Voilà. On n'a pas de locaux aujourd'hui. Le seul truc qui est rattaché à un siège, c'est une boîte postale. Ça. Maintenant, 100% télétravail ne veut pas forcément dire tout le monde chez soi. Voilà. Ça peut être des salariés qui vont demander, nous c'est prévu dans le contrat, voilà, qu'ils peuvent avoir accès à un coworking dans lequel ils peuvent aller bosser pour voir des gens qui ne sont pas forcément des gens de la boîte, mais au moins ils ont une interaction. Je prends une pause café avec le mec à côté, voilà, ça, il y a cet aspect-là. Et il y a les interactions sociales avec, dans la boîte, tu fais une réunion, tu discutes avec quelqu'un, etc. Voilà. Bon, il y a ce point-là qui est important à rendre compte. Et moi, le télétravail, c'est un truc qui m'a vraiment débloqué sur la capacité à recruter beaucoup plus facilement, surtout sur des métiers en tension comme les nôtres. Ça, et derrière, en fait, sur le côté de est-ce que le taf est bien fait, voilà, pour le dire autrement que ce que tu as dit, surveiller. Moi, j'ai tendance à dire là-dessus que, en fait, le juge de paix, c'est le client. Voilà. Ça. Et du coup, les clients, ça peut être le client interne. Si tu as un chef de projet en interne qui pilote une équipe de dev à destination des clients, c'est le chef de projet qui attribue une tâche, si c'est un développeur par exemple, tu vois, qui a un truc où il y a moins d'interaction client, tu vois, avec qui tu peux juger, voilà, la tâche, tu as affilé 10 tâches qui sont chacune prévues pour prendre à peu près une demi-journée, si au bout de 10 demi-journées, elles ont toutes débordé de ouf, c'est qu'a priori, il y a un problème.
tu vois. Ça fait partie des choses qui sont, voilà, est-ce que le taf est fait, en fait? Si tu es dans le contrôle pour le contrôle, ça sert à rien. Est-ce que le taf, à la fin, il est fait de la même manière? Et je te dis, j'ai un souvenir de, quand j'ai commencé à travailler, j'ai bossé dans un call center. Voilà. Le truc, c'était, tu vois, la hotline 9 Télécom, ou CGTEL même à l'époque, tu vois, ça remonte, hein. Il y avait des mecs, je ne sais pas si vous connaissez le jeu O-Game, en ligne, c'est un truc en PHP, de gestion, machin, voilà. Et il y avait des mecs qui avaient fait un skin de O-Game, en fait, et pour le trafiquer, pour qu'il ressemble au soft de la boîte sur lequel on était censé bosser. Ce qui fait que même les managers qui passaient dans les couloirs, ils avaient l'impression que les mecs bossaient alors qu'ils étaient en train de jouer. Donc en fait, quand tu as compris ça, tu as compris que le mec qui a décidé de rien foutre et de t'avoir, qu'il soit dans le bureau à côté de toi ou qu'il soit à 500 km, il y arrivera. C'est pareil. Ils ont rigolé parce qu'il y en a qui faisaient Là, tu me tends la perche. Une question que je voulais poser justement à Emmanuel. Imagine-toi, tu recrutes quelqu'un et en télétravail, et le mec, il sous-traite tout ce qu'il fait. Il bosse finalement 2 heures pour checker, pas surveiller, le travail des recruteurs. Toi, tu as des astuces, tu as des manières de voir? Alors, moi, j'ai une confiance assez limitée dans le télétravail. Je vais être un peu à l'opposé de notre ami Patrick. C'est vrai que je pense que ça dépend de beaucoup de choses dont tu as parlé, Hervé. Alors, moi, si la personne elle est maligne et qu'elle délègue et que le travail est fait, nous on travaille en pilote, copilote chez nous, et donc on a cette logique d'avoir quelqu'un sur qui tu peux déléguer un certain nombre de choses, et cette personne-là elle monte en compétence et quand elle est capable, elle passe pilote. Donc là, c'est pire que ça, c'est que nous on a quelqu'un pour déléguer et c'est conseillé de déléguer. Plus tu es senior ou confirmé, plus il faut que tu délègues en fait, pour te concentrer sur différentes tâches voilà, différentes. Et donc c'est pas le côté délégué, mais là où tu as raison, c'est qu'il y a une base de confiance qui est importante à avoir. On entend beaucoup de salariés qui disent « Ah bah oui, comme ça, j'ai pas besoin d'aller au bureau parce que j'économise 1 heure. » Mais cette heure-là, il la passe à mieux dormir. Bon. Donc en général, hein, ils ne se lèvent pas à la même heure pour se mettre à travailler plus tôt. Donc je pense que ça dépend beaucoup des personnes, de ce que tu leur demandes. Voilà. D'ailleurs, ça serait intéressant d'interroger Patrick sur la culture aussi d'entreprise que tu peux véhiculer en télétravail. Justement, c'est là aussi tu me tends la perche. Parce que peut-être il y a un petit moment où c'est que tu dois générer de la confiance un peu en travaillant côte à côte, peut-être, et après passer au télétravail. Tout à fait. Et alors du coup, Patrick, par exemple, chez toi, un bon processus de recrutement, c'est comment? Depuis l'annonce. Transition, quoi. J'ai aidé à faire les questions. Donc. Ils sont tout de suite en télétravail? C'est orienté. Ouais, non, ils sont tout de suite en télétravail. C'est le sens de la question, c'est que tu les mets tout de suite en télétravail. Comment cette confiance qui met plusieurs semaines, tu m'autorises à poser une question? Ouais, vas-y. Puis après le processus carrément depuis détection de besoin jusqu'à. Comment tu fais pour t'assurer? Tu vois, au début, je pense que. T'as une de mes principales chefs de projet sur la partie dev, pour le coup. Elle hésitait en fait au début avec le télétravail, elle s'est posé la question. Et en fait, c'était une conseillère Pôle emploi qui l'accompagnait, tu vois, sur ce truc-là. Et en fait, elle lui dit oui, mais là la différence, c'est que dans ce cas-là, le télétravail n'est pas subi, c'est votre choix. Donc déjà, ça change quand même le paradigme par rapport à si tu l'imposes à quelqu'un. Déjà, il y a ce point-là qui est à avoir en tête. Et ensuite, sur le côté de toute façon, une confiance, ça se construit. Et je suis vraiment du dogme que la personne soit à côté ou à distance, c'est pareil. Tu as des points de, ok, là, il y a ça à faire, est-ce que c'est fait, est-ce que tu as bien compris, voilà, c'est de la même manière que piloter quelqu'un, ça ne change rien. Sincèrement, je ne fais aucune nuance entre télétravail ou pas télétravail, que ce soit dans les relations humaines, etc., de changer avec Discord. On bosse beaucoup avec Discord, nous, pour la synchronisation, on échange, donc tu peux avoir des petites conneries, tu vois, qui sortent en mode la bonne ambiance entre collègues. La moindre réunion, enfin la moindre point, attends, il faut qu'on se parle, pas visio, etc. On échange. Et enfin, on a vraiment digitalisé l'équivalent. Tu nous emmènes dans le quotidien. Ouais, mais comment tu peux recruter à distance et aussi aider à l'imprégnation, à la culture d'entreprise, à comment travailler ensemble et tout ça. Ça m'intéresse vraiment. Ouais. J'ai un avis, mais tu le gardes pour après. Hervé, tout à l'heure, on parlera de la culture d'entreprise sur le processus. Premièrement, le processus de recrutement, nous, c'est très simple. Ça va être du coup une annonce qu'on va partager sur les réseaux sociaux, éventuellement en la sponsorisant. Voilà. Et on a des gens qui nous font passer leur CV. Et après, derrière, ça change légèrement en fonction du type de profil. Mais typiquement, un dev
après le choix en fonction de ce qu'on a vu, il y a des guides qui sont proposés, ce genre de choses voilà, qui nous intéressent. C'est un entretien avec le lead dev qui va lui faire un partage d'écran, tu vois. Il lui pose 2-3 trucs algorithmiques. Ouais. On n'est pas sur du vas-y, code ça, on a quelques tests de code qui nous permettent de voir comment la personne raisonne. On ne va pas aller chercher de est-ce qu'elle connaît par cœur telle fonction, machin, on s'en fiche, c'est comment est-ce qu'elle raisonne pour traiter un problème. C'est vraiment ça. Est-ce qu'elle est capable de structurer un algorithme? Voilà, c'est vraiment ça. Et en mode, on lui dit, vas-y, partage ton écran et puis code là-dedans, tu vois, on a un petit truc qui permet de voir le résultat, et est-ce que ça fait sens? Voilà. On cherche vraiment à voir comment la personne réfléchit. Voilà. Et non pas est-ce qu'elle sait pisser du code en par cœur, en copier-coller. Est-ce qu'elle sait demander à ChatGPT? C'est une bonne chose. Tu sais, tu as une blague qui traîne avant ChatGPT, qui représente un peu ça, qui est sur les devs, la différence entre un dev junior et un dev senior. Le dev senior, en fait, c'est celui qui cherche une fonction qui fait ça sur Google et qui se rend compte que le lien, il est violet et plus bleu parce qu'il y est déjà allé une fois. Tu vois. Parce qu'il a déjà cherché ce truc-là et qu'il est habitué d'aller chercher l'info dont il a besoin. Voilà. C'est ça. Et en fait, de la même manière, aujourd'hui, on va déraper un peu, mais tu vois, entre ChatGPT ou machin, on s'en fiche, c'est trouver une info. Avant, c'était les mecs qui copiaient-collaient depuis Stack Overflow. Voilà. C'est l'heure des blagues du recrutement. Allez, vas-y. J'en ai une très courte. C'est un recruteur, il a une pile de CV, il en prend la moitié, il la fout à la poubelle. Et il y a un mec qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi je recrute que des gens qui ont de la chance. Voilà, pardon. Pas mal. Oui, voilà, oui, voilà. Et justement, dans le micro, toi tu fais comment pour avoir un bon processus? C'est quoi tes petits trucs, vraiment? Alors, on a juste pour finir sur le truc qui est important derrière, c'est pas faire ça, et c'est d'organiser, moi ce que je conseille, c'est une mini-réunion, tu vois, qui peut durer 10-15 minutes, avec les futurs collègues. Tu vois, et une visio d'un quart d'heure, et en mode, et derrière, à la fin, c'est OK, est-ce que ça a fité, est-ce que c'est bien passé, est-ce que vous avez envie de vous insulter au bout de 3 minutes, ou au contraire non, voilà, ça. Et derrière, la règle, c'est s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà, ça c'est un truc qui est vraiment à avoir en tête, c'est s'il y a l'une des personnes qui émet un doute, next. Ouais, il doit faire du 100%, sans faute, quoi. Non, mais c'est hyper important. C'est chaud. Chacun. C'est chaud. Hein. Lui, il a plus de choix. Ouais. Toi, tu utilises cette technique-là? Alors, nous, on propose des talents à des entrepreneurs qui recrutent, à des managers qui recrutent. Alors, notre métier, c'est de rationaliser, mais surtout, c'est de collecter beaucoup d'informations et aider à la décision. Donc, il y a les questions de sourcing, d'avoir assez de CV, de mener assez d'entretiens pour proposer des gens de qualité qui sont capables de délivrer. Là, il y a beaucoup de rationalisation. Mais après aussi, si on s'attache à ces étapes-là qui sont clés entre mener des entretiens en face à face avec des candidats, choisir, intégrer. C'est vrai que nous, on essaye d'accompagner le manager dans cette prise de décision en débriefant beaucoup. Parce que parfois, il y a des signaux faibles qui peuvent échapper. Ça peut être sur des compétences, sur des réalisations. Il y a une négo de salaire aussi à mener. Et puis aussi, de faciliter l'intégration. Alors, là, il y a une raison financière qui est très claire. Hein. On applique une garantie sur nos recrutements. Donc, on va sortir une facture qui est exigible le jour de l'intégration, enfin le jour de la signature du contrat, mais il y a une garantie. Alors, on n'a pas intérêt à ce que ça finisse au ruisseau. Donc, on accompagne, on prépare l'onboarding. Si le gars il démissionne pendant la période d'essai... Pendant 2 mois, il y a est viré. Une période de garantie. Comment, Emmanuel? Qu'il est viré. Ou s'il est viré. S'il est viré. Exactement. Ouais. Et ça, je pense que c'est hyper important d'aller chercher des points d'ancrage, par exemple dans la prise de référence, de savoir comment il bossait avec ses managers avant. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas un contrôle, il ne s'agit pas de désarçonner la personne, il s'agit de comprendre s'il apprécie un management écrit ou oral, plutôt directif, comment ont été fixés les objectifs, quelle est sa manière de bosser. Parce que parfois, il y a des incompatibilités, il y a vraiment des entreprises pour lesquelles les grosses décisions sont prises à machine à café, ou en codir, ou de manière assez obscure, en faisant du canoë-kayak. Il faut détecter comment ça se passe en vrai dans les entreprises. Et ça, ce sont peut-être des clés de succès qui ne sont pas forcément visibles pour les managers. Donc il s'agit écrire beaucoup, débriefer et préparer, se mettre en ordre de marche pour avoir toutes ces informations-là. Parce que, je vais vous dire un truc, rater un recrutement, c'est moche, mais
passer à côté d'une pépite, quelqu'un qui peut faire la différence dans la création de valeur pour une entreprise, en fait, c'est bien pire. Parce que tu peux recruter un junior qui va changer la vie de la boîte, qui a une vista, qui va pouvoir vraiment faire évoluer l'entreprise. Ben, et ça, c'est pire. Justement, ça me rappelle un peu l'histoire d'Emmanuel, enfin, bueno, par rapport à son background. Et maintenant, tu es encore plus du côté du recruteur. Et dans le processus, si tu dois recruter un SEO, c'est quoi les trois points clés de ton processus? Il y en a des différentes de chez les deux compañeros ou... Alors moi, je vais dire ça, vraiment les choses très importantes, pour moi, qui sont des facteurs un peu clés qui déverrouillent les bons profils et pour leur donner envie de venir chez toi. Je pense qu'il y a la première chose, c'est que il faut... je me suis rendu compte qu'il faut mettre un peu à l'aise le candidat. On a des candidats qui peuvent être un peu impressionnés, voilà, parce que tu as déjà donné une conférence ou parce que tu es dans un... Ils se font un monde de qui tu es ou de qui ta société est. Et parfois, il faut faire dégonfler un peu. Ou alors qu'ils sont tout simplement pas trop à l'aise en entretien. Donc je pense qu'il y a une première clé, c'est mettre les gens un peu à l'aise. Voilà, ça peut passer par des choses assez simples. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut accepter aussi de se remettre en question et de remettre le... Non, pardon, ça je vais le dire à la fin. Le deuxième point, c'est plutôt c'est de mettre en avant tout ce que la personne va apprendre et va recevoir. Il ne faut pas se tromper de combat, hein. Les gens, ils viennent, ils veulent gagner de l'argent, mais... Ils veulent aussi avoir des formations, ils veulent savoir si la machine à café elle est chouette, s'il y a une salle de sport. Enfin, il ne faut pas se tromper. Hein. Et oui, et puis ils vont vivre avec toi. Ils veulent vivre avec toi, ils ne veulent pas s'emmerder, ils veulent monter en compétences, ils veulent savoir qui va prendre le temps d'écouter leur truc. Il faut se rappeler qu'en fait, ces collègues de travail, c'est quand même des gens avec qui on passe énormément de temps. Quoi. Exactement. Et ces gens-là, en fait, ils ont de plus en plus d'envie un mot très à la mode, de sens, ils ont envie d'aller dans une direction, on en parlera de la culture après. Et dernier point, je pense que vous n'allez pas du tout m'attendre là-dessus. Je pense qu'il faut aussi accepter de se remettre en question et de savoir s'excuser, de savoir dire on a merdé. Alors à moins d'être dans un très grand groupe avec des process de ouf, mais vous voyez, moi je vous raconte très rapidement une histoire, mais qui est symptomatique. Un salarié qui arrive et il arrive le mauvais jour. Moi, je reviens de congé, donc j'ai une très grosse journée. Son manager est malade, il n'est pas là. Et voilà, il n'a pas été excessivement mal accueilli, hein, parce que les gens l'ont invité à déjeuner. On est encore une boîte à taille humaine, donc je pense que tout le monde a été très sympa avec lui. Mais bon, onboarding un peu moyen. Le lendemain, il n'était plus là. En me disant désolé, voilà. Et c'est drôle parce qu'il s'excuse même pas et il finit en disant je pense que vous comprendrez. En me disant j'ai une autre offre, je vais aller chez eux, etc. Je vous cache pas que moi j'étais un peu en haut de la montagne parce que en fait on avait une grosse échéance le mardi chez un client. Hein, je l'ai pas embauché pour récolter le maïs. Du coup j'étais très énervé. Et en fait mon associé m'a fait redescendre. Il m'a dit mais attends, je comprends 1000 fois ta réaction. Moi je faisais pareil, mais juste 3 minutes. Mets-toi à sa place. Donc il m'a refait le scénario mais version lui. Et j'ai fait bon aussi en même temps lui il a le choix. Qu'est-ce qu'il en a pété quoi, tu vois. Lui il a plusieurs postes. C'était perdu. Non, il est revenu et c'est un très très bon élément en fait. Wow. En fait, on l'a rappelé, je me suis excusé en fait. Juste une astuce hein, quand même, ça fait partie du process de recrutement, ça fait partie du brief qu'on prend, c'est qui est le N+1, le N+2 et quel est le planning, quel est le déroulement de l'onboarding. Et un onboarding, c'est pas... Enfin, je te fais pas la leçon. Mais c'est pas une journée, c'est pas une semaine, c'est plusieurs mois. C'est sérieux, ouais. C'est un onboarding sérieux. En plus, commence longtemps avant. C'est-à-dire que c'est aussi parfois proposer à quelqu'un de venir passer 1 heure ou de venir passer une après-midi ou une demi-journée pour avoir sa machine, savoir où il sera installé, faire la paperasse, etc. C'est cher. Le coût d'un recrutement raté, c'est entre 30 000 et 100 000 euros. Il y a la facture du recruteur, mais il y a aussi tout ce qui se met en marche au sein de l'entreprise, la perte de business, etc. C'est très très coûteux. C'est-à-dire que presque si tu avais eu un ange gardien, il t'aurait dit « T'as une journée de merde, mais prends 1 heure avec le gars parce que
l'enjeu. Je l'avais un peu fait, j'avais un peu pris le temps, mais en effet, ça allait pas. Il aurait fallu, normalement, moi je prends une matinée entière pour un onboarding. C'est-à-dire quand moi seul avec la personne, où je lui montre le mindset, la culture dont on parlera, etc. Et quelqu'un qui lâche comme ça va soigner la réputation de la boîte. Et ouais, bien sûr. Ça pique. Nous, on a des candidats, des talents, qui parfois nous disent, bah, non, une fois qu'on révèle le nom de l'employeur, qui nous dit, bah, Tu peux citer des noms ou pas? Non, en fait, j'ai pas de nom à citer, parce qu'en plus, parfois, il suffit d'une poignée de main, de discuter un quart d'heure et ça passe. Mais l'air, l'atmosphère, est difficile. Certains secteurs où ils ont le choix, donc voilà, il faut parfois s'excuser, mais ça passe, ils reviennent et ils disent bon. Cette démarche d'humilité, elle est importante. Ouais. Justement, ce que j'allais dire, il faut donc on le comprend, un onboarding de qualité, il faut prendre le temps. Et puis, effectivement, c'est de l'humilité, avoir de cette humilité, se mettre à la place de l'humilité et de l'empathie, j'ai envie de dire. Et se mettre à la place du candidat. Et quand tu te mets à la place du candidat, il a peut-être envie de savoir combien il va toucher, non un poste de combien il va... Ouais, tu vois, sinon, toi tu ferais pareil. Tu parles d'argent ou tu parles de quoi? Ça, c'est vu bien en amont, ça. Encore, il veut savoir le nombre de kilos euros qu'il va récolter à l'année. Ouais, c'est pas du maïs, mais c'est des euros. Alors, d'ailleurs, ça m'intéresse tous les deux. Là, vous mettez les prix sur les jobs quand vous publiez une annonce? Eh ben, justement, c'est ma question. Ouais. Je le fais récemment, j'ai testé un truc, tu vois, sur LinkedIn. C'est j'indique dans l'annonce, tu vois, fourchette en fonction de l'expérience de temps à temps. Et tu sais, tu peux rajouter des questions dans les offres d'emploi LinkedIn sur combien d'années d'expérience t'as, machin. Et j'ai mis quelles sont vos prétentions salariales. Tu vois, en mode, toi, dans la fourchette là, tu te situes comment? Et je trouve nous, on regarde les sommes que met Patrick et on fait 2 cas de plus, comme ça on récupère tous les profils. Mais je le dis parce que je suis honnête. Hein. Mais le fait de poser les bonnes questions dans un formulaire de recrutement, en plus de mettre le montant de la rémunération possible, et négo, après la personne a moins d'expérience qu'attendu, ou alors, je sais pas, elle a géré un site d'e-commerce qui fait 2 millions d'euros et on a un site à 10 millions d'euros. Il y a des critères, les gens savent conduire des choses plus ou moins importantes. Le fait de poser les bonnes questions et d'un agrément et d'un retour hyper important. C'est-à-dire un bon va être content qu'on commence à parler boutique avec lui. Là, c'est mon truc. Hein. Mais tu le fais dès l'annonce ou tu le fais dans l'annonce, comme tu viens d'expliquer, Patrick? Pourtant, j'ai l'impression qu'on ne le voit pas beaucoup, le tarif. C'est assez minoritaire de le faire. Mais les filtres attirent les gens. Et sinon, en fait, tu perds du temps dans ton process à dire ça. Et au fait, vous voulez combien? Tant, ah bah non, c'est pas notre budget ou machin, ou ça colle pas, quoi. Moi, des prétentions trop hautes, c'est deal breaker. C'est pardon? Des prétentions trop hautes, c'est j'arrête l'année. Enfin, je discute plus, tu vois. Si j'ai en tête 45 et le gars il est à 65, je vais même pas chercher à le retourner. Je vais me dire bon, bah, on est trop loin, quoi. Si tu passes de 65 à 45. Il y a des entretiens pendant lesquels tu peux apprendre quelque chose en interviewant quelqu'un à 65. Il peut te multiplier ton business, réellement. Alors, ça dépend peut-être des postes, c'est pour des gros postes, mais tu vois, quand tu cherches un consultant SEO, tu sais exactement ce que tu vas lui demander et qu'a priori, il ne va pas aller oui, évidemment, une très belle pépite, tu vas augmenter un peu. Mais tu as des gens quand même qui arrivent avec des prétentions, je parle démesurées, en fonction d'un CV. Quand tu as un gars qui demande 65, mais quel CV qui va derrière, ok, tu vas. C'est intéressant quand même de. T'as des juniors qui demandent des sommes oufissimes. Ça, je l'ai vu là avec le test que j'ai fait justement. Là, l'autre jour, on publie une annonce pour un consultant ads junior. Tu vois. On met, je crois, sur la fourchette, entre 25 et 35. Tu vois. Ce qui me paraît tout à fait honnête pour un consultant junior, tu vois, même sorti d'école. Et direct, tu vois, on en a plein. Alors, c'est tous. Il y a 2-3 écoles, je les ai bien cernées. Je sais qu'ils sont à 17 000 balles l'année, l'école. J'ai les noms. Voilà. J'ai les noms. On leur a dit à l'école, vous sortez à 36 et dans un an, t'es à 45. Non, mais les mecs, ils te mettent 40, direct. Ça. C'est ce que je viens de dire. Voilà. et en fait, si tu veux, moi, c'est deal breaker, c'est même pas qu'ils demandent trop, c'est qu'en fait, juste, je me dis, j'ai mis une fourchette au-dessus et là, ils me mettent déjà un truc en dehors de la fourchette. Alors, le mec, il te met, allez. 3% d'écart, tu dis bon, on discute au pire, voilà. Mais sinon, je me dis juste, en fait, déjà, le mec, la première question que je lui pose, il n'a pas lu les instructions que je mets au-dessus. Donc déjà, le faux conseil de demande plus, comme ça tu auras moins, c'est vraiment le mauvais conseil. Ouais. Et là, il dit, Emmanuel, tu descends. Non, tu descends, mais descends de 3 étages, là.
Tu l'avais préparé celle-ci. Hein. Non, non, c'est de l'impro, je te promets. Parce que je m'appelle Emmanuel, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Alors justement, alors tu parles de 65, c'est des salaires pour recruter plutôt du senior que du junior. On est d'accord. Ouais, 65. Alors, 5, tu es sur du très senior. Du senior, un senior comme ça, il vient dans ta boîte, il a sa propre manière de bosser, sa propre culture de ses autres boîtes. Et là, comment vous faites pour l'intégrer dans votre culture d'entreprise? Déjà, il faut en avoir une. Ouais, déjà, ouais. Et alors, comment tu fais pour l'adopter? C'est au senior. Il faut en avoir une. Déjà, il faut en avoir une. En fait, il faut déjà être capable de dire à quelqu'un dans la rue, moi, mon ADN, c'est ça. Nous, on a passé beaucoup de temps sur le sujet. On a placé une plateforme de marque. Voilà, donc on se projette, on donne nos valeurs, on se compare à d'autres sociétés, on trouve des différences. Quand j'avais lancé mon agence, j'étais parti d'une feuille blanche en me disant, bon, avec cette feuille que je viens d'écrire, je n'ai pas de concurrent sur le marché. C'était pas vrai. Mais dans mon mindset, je créais quelque chose de vraiment différent. Je ne voulais pas partir sur quelque chose que j'avais déjà vécu. Il y a un bouquin super à lire, c'est celui des fondateurs d'Alan, l'assureur, sur les valeurs d'entreprise. Si je résume à mort en une phrase, les valeurs, elles sont aussi définies par ce qui est interdit. Et c'est assez marrant, parce qu'en fait, si on prend la question, par exemple, de la confidentialité pour un banquier ou un assureur, c'est pas la même chose que pour une agence web. La manière de partager les informations. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça qui sont intéressants. Mais je pense qu'effectivement, il faut en avoir une. Parce que parfois, c'est vraiment on n'arrive pas à savoir. Je pense qu'on touche du doigt quelque chose d'essentiel là, qui pourrait faire une confrontière. C'est l'importance d'une société de capable de dire voilà où on va. Voilà les choses importantes, une vision de la société, une vision aussi pour chaque salarié qui peut être légèrement différente. En général, la culture d'une boîte, c'est un influenceur connu qui disait ça, on la voit à qui est promu, qui est viré. mais c'est important, c'est vraiment quelque chose de clivant et moi j'y crois beaucoup. Il y avait une histoire comme ça de quelqu'un qui a une boîte qui grossissait beaucoup et puis ils se sont dit bon bah voilà les coca et tout ça c'est gratuit et en fait on se rend compte qu'à l'année ça coûte à la boîte 50 000 €. Donc en fait c'est simple, on va rendre ça payant pour chaque salarié, ce sera 2 € la canette de coca, ça va pas les tuer et puis nous ça nous fait gagner l'équivalent d'un recrutement par an. Et ben la moitié de la boîte a démissionné. Alors pas parce qu'ils ont dû payer 2 €, mais parce que ils étaient nés dans le guidon toute la journée. Un jour, ils se sont levés, ils ont dit « Ah, mais attends, la bouteille de coca, elle est payante maintenant ?» En fait, c'est plus la boîte que j'ai rejoint au début. Okay. Donc, je vais mettre mon CV sur le web. Tu as raison de parler de ça. Il y a des trucs mesquins qui font fuir ou qui attirent les gens. Par exemple, la qualité de leur config, de pouvoir choisir leur machine et d'avoir le petit extra. Il y en a qui veulent une machine super légère ou d'autres vraiment puissantes. Eh ben, ça fait partie des petits agréments. Des fois, c'est pour ça qu'on reste dans la boîte même. Mais exactement, par exemple, la gestion des horaires. Le fait de dire, j'ai rendez-vous à la Sécu, je viendrai à 16h tout à l'heure. Bon, il y a des boîtes dans lesquelles ça passe pas et le grain de sable bloque les choses. Et je suis complètement d'accord avec toi, ça c'est un truc nous qu'on fait là-dessus à fond. Mais sur la config, voilà, clairement, mais investissez dans les bécanes que vous filez à vos gars, quoi. Ouais, surtout avec une loc, ça vaut 10 € de plus par mois. Maintenant, moi j'ai découvert le leasing là-dessus, c'est extraordinaire. Ouais. Mais même si tu l'achètes, tu vois, tu es entre un truc où tu vas payer 1200 balles ou 800 balles, c'est 400 balles de plus. Il vaut mieux faire ça. Il vaut mieux faire ça sur la config que sur une bagnole. Pensez à la couche. Bien sûr. On peut recommander des marques comme DeLonghi, de Canard. Parce que tu parles des cafés ou des bagnoles. Non, c'est rien à voir avec le confit de canard. Non, Et on me fait signe que dernière question. Alors, concentrez-vous. C'est la question bug ? Non, c'est la question piège. Justement, quelle est, en recrutement, une seule question, quelle est votre meilleure question piège ? Donne-moi 2 qualités, 3 défauts. Alors, je laisse mes camarades répondre. Tu parles de la pire alors.
Benga, c'est toi le pro du recrutement. Quelle est ta meilleure question piège? Alors, pardon, mais en fait, je ne vais pas te donner de question piège. Pour moi, le recrutement, c'est tisser une confiance. Donc, si on a un 2-2 qui a un tuteur à la main et qui cherche à niquer le truc, à piéger, on est super mal barré. Alors, effectivement, ça fait partie des valeurs d'entreprise. Il y a des entreprises dans lesquelles la parano, la méfiance, il y a même de très grands éditeurs mondiaux pour lesquels le patron dit que c'est les plus parano qui s'en sortent. Mais pour ma part, c'est tellement pas une de mes valeurs. Je pense qu'il faut tricoter ensemble de la confiance. Et alors pour reformuler, qu'est-ce qui serait pour toi peut-être quelque chose d'ineffable, mais qui fait que la personne part avec beaucoup de retard sans même le savoir? Quelque chose qu'elle dirait ou qu'elle ferait? Moi, j'ai une réponse à ma question. Pour ma part, je ne sais pas si c'est une question, mais les process de recrutement trop longs, mal cadencés, avec trop de monde, c'est plus possible en 2023. J'ai une question que moi j'aime bien poser pour répondre à ça. C'est demander. Non, mais on n'est pas sur un truc piège, hein, je te rassure, parce que je te rejoins complètement là-dessus. Mais c'est de demander à la personne ce qu'elle aimerait avoir accompli dans X années. Tu vois, ça. Et je précise pas si c'est à titre pro ou perso à la base. Tu vois, c'est regarde s'il y a un piège, tu vois, entre guillemets, c'est ça, mais c'est pas un piège, mais c'est déjà, je vois déjà en général, ils vont dire, vous pensez à pro, perso, comme vous voulez. Tu vois, c'est en fait, c'est voilà. Tu tutoies pas en entretien? Ça dépend des cas. Non, jamais. Très souvent, mais pas forcément. Chez nous, toujours. Hein, 20 recruteurs qui font 10 entretiens par semaine. Ouais. Ah, c'est drôle. Moi, que du tutoiement. Je l'associe à un manque de respect, ça, tu vois. Et je sais que c'est limite, mais on va parler boutique le plus vite possible et on tutoie. D'accord. Ouais. Et Patrick, le mec qui te répond à la question, si c'est un SEO, il te dit ça dépend, non? Oui, non, mais c'est intéressant en fait parce que ça te permet d'identifier. J'ai bien reçu ta requête. Ça te permet de bien identifier, tu vois, ce que disait tout à l'heure Emmanuel, c'est voilà, qu'est-ce que tu vas proposer aux gens, tu vois. Donc ça peut être si la personne te dit, bah voilà, moi mon objectif dans 5 ans, c'est de manager une équipe, tu vois. Et donc tu dis, ok, bah si je valide le recrutement, il faut que je l'accompagne sur ce projet professionnel qu'elle a là. Ou peut-être que la personne, tu vois, tu as quelqu'un qui m'a dit, bah voilà, moi j'aimerais travailler dans tel pays dans quelques temps, tu vois, et je lui dis, ok, est-ce que ça veut dire que tu veux économiser pour te barrer et faire autre chose, ou est-ce que tu es ouvert à ce qu'on continue à ce moment-là en télétravail, et juste parce qu'on aura tissé une confiance, et il n'y a pas de souci, tu peux bosser depuis là-bas, s'il n'y a pas d'écart, machin. Il m'a dit, ah non, mais ça me va très bien, en plus, comme ça, je bosse pour une boîte française, des gens que je connais, et je ne serai pas paumé sur place, et c'est cool, tu vois. Et c'était son projet personnel, parce qu'il voulait rejoindre de la famille qui était dans un autre pays, etc. Voilà. Mais ça te permet d'identifier quel est le projet de la personne, tu vois, et l'adéquation perso-pro qui peut être intéressante. Tu peux avoir des gens qui vont dire, bah voilà, j'aimerais bien avoir des gosses, quoi. Tu vois, tu peux avoir ça. Et toi, Emmanuel? Et moi quoi, pardon? La question, des questions clés. Je pense, en fait, c'est plus des choses qui sont deal breaker. Enfin, pardon pour l'anglicisme, en plus, j'aime pas faire ça, mais en gros, par exemple, moi, quelqu'un qui en français, ça veut dire qu'ils font tout foirer. Voilà, qui font tout foirer. Pour moi, des choses qui commencent à être un peu négatives dans ma tête, c'est par exemple des gens qui viendraient en t-shirt en entretien. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Okay. Voilà, c'est un peu bête, hein. Et puis après, chacun ses paradigmes, des trucs. Quelqu'un qui prendrait pas de notes aussi. Je trouve que c'est une petite marque de respect de prendre des notes. Alors je sais, il va me dire s'il a raison. Non, mais t'es d'accord? Ouais, grave. Ça peut être bullshit, hein, parce que tu vas pas écrire un roman devant le gars, mais voilà. C'est pour ça que j'ai créé ma boîte. Je pourrais jamais candidater chez toi. Trop tard, on a déjà signé. Non, mais prendre des notes, tu vois, s'intéresser, ou alors poser juste 2-3 questions sur la société dans laquelle vous candidatez. Ah, j'ai vu machin. Mais pourquoi la loupe? Parce que enfin, tu vois, c'est un des trucs tout bêtes, quoi. Mais intéressez-vous un minimum. T'as quand même des candidats qui viennent la fleur au fusil. Moi, je suis désolé, ils sont peut-être super compétents, mais c'est ce que je dis sur le savoir-être. Hein. Moi, c'est compliqué. C'est vraiment. Enfin, pardon, moi je l'évoque pas parce que ça me semble effectivement rédhibitoire. On parle de confiance, il faut que l'intérêt soit mutuel. Si c'est quelqu'un en face qui s'en fout, qui n'a pas pris de renseignements, qui prend pas de notes. Qui arrive comme ça, qui est habillé un peu à la one. Je vais te dire, moi, autant je prends pas de notes, c'est un truc que je faisais avant et que j'apprécie énormément maintenant. Mais c'est en fait, même si tu prends pas de notes, mais t'envoies un compte rendu après.
en fait. Parce que moi, je viens des métiers de gestion de projet, et tu vois, imaginons, je passe un entretien demain chez Uplix, situation fictive, hein, je précise. Ça, Il a déjà mais fait. ce que je vais te dire, c'est voilà, on a fait un entretien, ce qu'on s'est dit, c'est voulait ça, trop d'argent. mais pour important à moi, c'est ça, vous m'avez exprimé ça, tu vois. C'est en mode, tu vois, accuser le truc, et ok, et quand est-ce qu'on se reparle, machin, et compagnie, tu vois. C'est vraiment un truc que je vais faire, et qui me paraît là, au contraire, beaucoup plus important que juste une prise de notes, en fait, qui sert à rien. Ça apporte quoi derrière? Voilà. Oui, mais c'est des petites choses, c'est du non-verbal en fait. C'est des petites, c'est un peu le tutoiement, tout ça, c'est des petites choses, c'est des marques. Je voudrais juste faire un petit prisme par rapport à toi, parce que les gens savent peut-être pas, c'est que quand tu embauches un dev, c'est un peu différent. Un développeur, il peut être loin, tu peux regarder combien de code il a commité dans la journée, donc tu as des moyens de contrôle indirects où tu vois bien si le mec a fait son code ou pas. Tu vas, si tu as besoin de le remplacer, il n'est pas toujours en contact avec un client. Donc en vrai, ce qui se passe, c'est que tu le changes et tu vas donner son développement à quelqu'un d'autre. Et ce dernier va dire non, c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Il va tout réécrire. Merci. De la même manière qu'un consultant SEO va dire non, la stratégie elle est pas ouf. Exactement. Moi, j'aurais fait ça. Voilà. Un consultant SEO, c'est plus compliqué parce qu'en fait, il va être en front avec un client. C'était ma grande interrogation par rapport à toi. Si tu l'embauches, qu'il est en télétravail, tu vas mettre plus de temps potentiellement à ce qu'il fasse pas le job. Et ça va, t'as pas intérêt à te tromper en télétravail sur le recrutement d'un consultant SEO en vrai. Il y a une période d'essai, hein. Faut pas dramatiser. Non, je dramatise pas, mais je dis juste qu'il faut avoir conscience de l'impact d'un mauvais recrutement, aussi bien pour le candidat d'ailleurs, hein, qui lui fait chier parce que tu vois, sur son CV ça va faire un trou, donc je me mets complètement à sa place. Et moi je me mets autant à sa place dans la pression que je me mets à recruter les bonnes personnes qu'à la mienne en me disant ça va me faire perdre du temps. J'espère que vous avez appris pas mal d'infos pour vos recrutements ou comme candidat. Merci beaucoup Hervé, merci Patrick, merci Manuel. Merci. On va passer aux questions. Peut-être il y a certaines questions que vous voulez poser à nos recruteurs. Ouais, au fond là-bas, j'y viens. Comment tu t'appelles ? Gaël, merci beaucoup pour ces informations, partage de points de vue et d'informations super intéressantes. J'avais une question, comment est-ce que vous vous situez concernant les tests d'entrée, tests psychotechniques, tests logiques il y a des boîtes qui font 1h30 de tests plus un case study, ce que je comprends plus logique pour le coup. Quelles sont vos pratiques, vous, de ce côté-là, vos opinions sur ce type de test? Merci. Je peux commencer. Je parlais tout à l'heure sur l'aspect test technique. On ne va pas aller vérifier de l'apprentissage par cœur. On va vraiment tester comment la personne raisonne. Voilà. Ça, c'est voir si on est capable, la personne va pouvoir évoluer, progresser. C'est ça qu'on va rechercher. Et après, sur des postes de manager, j'aime bien, histoire de situer comment fonctionne un peu la personne, j'aime bien faire passer un MBTI. Voilà. Ah oui. Ouais. Mais tu sais, sur 16 Personalities, tu vois, en gratuit, je lui dis, tu m'envoies le screenshot à la fin, et voilà. Tu vois, pour voir comment elle fonctionne, et je me dis, ok, je sais comment moi je fonctionne, je sais quels sont mes défauts, tu vois, et je veux voir si cette personne va être compatible avec mes défauts, tu vois, sur un truc des défauts, un peu... toi? Beaucoup. Comment se Demande à comprendre. Twitter. Comment se comprendre, c'est ça? Ouais, voilà. C'est de m'assurer qu'il n'y a pas des trucs où on va avoir le même défaut tous les deux. Et du coup, tu vois, c'est un peu ma manière de pas forcément chercher un clone ou quelqu'un qui va être bien compatible. Je vois. Emmanuel, toi, tu fais passer des tests. Alors nous, on a un test en ligne avec des questions, voilà, où on utilise une solution SaaS du marché. Moyen, tu vois, le référencement, l'off-site, il appelle ça le hors-site. Ouais. Bon, donc c'est perfectible. Je leur ai d'ailleurs demandé si je pouvais corriger les réponses parce que j'avais des doutes, mais ils n'ont pas voulu. Bref, peu importe. Et après, on fait un cas pratique. Donc oui. Après, si je suis vraiment honnête avec toi, je devrais me limiter au cas pratique en disant voilà, écoute, c'est simple. Fais-moi un test, machin, et c'est assez enrichissant parce que de temps en temps. Alors le cas pratique, je me suis rendu compte qu'il faut le faire en live. Parce que les gens, ils arrivent avec un audit, mais ils comprennent pas ce qu'ils ont mis sur leur slide. Donc c'est gênant. Mais quand tu marques ça veut dire quoi? C'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Il fallait le faire toi-même, le test. J'en précise pour rappeler l'existence de la Caseo
au SEO Camp, qui est un très bon test où les gens, au pire, pour leur demander t'as fait quoi comme score. Parce que tu peux tout à fait avoir quelqu'un qui a, mettons, que 50% sur sa Caseo, mais tu sais qu'il a déjà 50% et c'est cool, ou quelqu'un qui l'a. Voilà. Et c'est un truc, d'ailleurs, je fais 2 secondes de promo pour l'assaut. Ce que j'invite à faire, moi, aujourd'hui, aux différents employeurs avec qui je discute, c'est mettez, ne serait-ce que dans le descriptif de votre annonce, que avoir la Caseo est un plus. Voilà. Juste ça. Pour notre part, en tant que recruteur, on ne pratique pas de tests. Il y en a qui font différents tests psychologiques ou techniques. Par contre, si notre client, le donneur d'ordre, intègre des tests, on lui demande de faire attention que ces tests soient des tests de validation de compétences, pas chercher la faute, et surtout de voir si ils vont pouvoir travailler ensemble. C'est pour ça que j'aime bien, Emmanuel, quand tu dis les tests en live, c'est important d'être auprès de la personne. Il y a des briefs qui perdent les gens. On se demande parfois si les tests ne sont pas organisés pour faire chuter les personnes testées, et c'est catastrophique. Et surtout aussi que les tests soient faits au moment où la température de prospect, j'allais dire, mais où vraiment on se dit, celui-ci, je veux le recruter, on fait une validation. Mais pas trop au départ, parce que les situations de concurrence pour les éléments qui sont un peu capés, elles sont fortes, donc il ne faut pas trop faire chier, quoi. Hein, c'est clair. Est-ce que la réponse te satisfait, Gaël? Oui, c'est parfait. Une note sur 10 Ah, lui, il a combien, lui? Non, un bon 9, c'est super intéressant d'avoir 3 points de vue, des points de vue un peu différents, donc nickel. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Plus vite, plus vite. Tu le fais bien. Oh, je sais. Bonjour, moi j'ai toujours du mal à juger de la possibilité de monter en compétence pour la personne en fait. Est-ce qu'elle est suffisamment cortiquée ou pas pour nous suivre? Parce que ça ne me dérange pas d'embaucher quelqu'un qui a peu de compétences, qui sort de l'école par exemple. Encore faut-il qu'elle soit capable d'évoluer. Et ça envoie des paillettes, vous en avez parlé au début des paillettes. Ils sont tous beaux, ils sont tous frais, ils ont des grandes prétentions, mais qu'est-ce qu'il en est derrière, quoi? Et ça, comment le jauger, c'est compliqué? Ça, il y a un mot-clé qui marche très bien, qui est pour moi l'unique KPI. J'interrogerai mes petits camarades, mais vraiment, moi, c'est mon moteur dans le recrutement, c'est la motivation. Si tu as quelqu'un qui est si tu as quelqu'un qui vient te voir, qui te dit, moi j'en ai recruté une il n'y a pas longtemps encore, qui dit écoutez, moi je veux vraiment bosser chez vous, j'adore le mindset, nanana, et après déceler si c'est faux ou pas, mais ça sert à les gens qui mentent vraiment. Voilà. Et quelqu'un qui te dit voilà, je suis prêt à apprendre. Je suis prêt à mouiller la chemise, j'ai conscience de mon retard ou de mon retard et tout ça. Et donc, entre guillemets, c'est pas dit comme ça, mais donnez-moi ma chance. C'est des gens qui montent en compétences hyper vite, qui sont là pour apprendre, et ça se voit tout de suite. Et nous, on est dans la chance d'être dans un métier, où, je sais pas, peut-être on peut dire ça tout le temps, mais de passionnés. En tout cas, la passion fait une grosse différence, l'abnégation fait une grosse différence sur les compétences d'un salarié à monter en compétences. Alors là, moi, c'est un x10 quand la personne est motivée. Alors, j'ai pris une claque, moi, là-dessus. Hein, pardon. J'ai pris une claque dernièrement. Au bout de 3 mois, on s'est séparés. C'est quelqu'un qui était motivé, qui l'était pas. Junior, ultra motivé, super motivé, en mindset super, on la sent parfaitement, c'est une question de feeling. D'accord. Elle est super motivée, sauf qu'au bout de 2 mois et demi, on se rend compte qu'en fait, elle est plafonnée. Je suis pas gentille. Hein. Mais c'est intellectuel dont tu parles alors. En fait, manque de curiosité, alors qu'on est quand même dans un des métiers où c'est le plus facile de monter en compétences. Manque de curiosité, c'est que elle t'a menti au début, quoi. Ouais, mais comment tu juges ça, en fait? Parce que si t'es curieux, t'apprends et t'évolues. C'est dur à juger, je suis d'accord. Mais ça transpire quand même. Normalement, ça transpire. Ton cas de figure, c'est quand même des faux positifs, c'est normalement un peu rare. Là-dessus, moi, je le vois sur ce que je disais, tu vois, de tester. Après, je te le laisse. Et l'aspect, tu vois, de voir comment la personne raisonne. Tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est tu analyses pas des réponses par cœur de ce qu'elle sait, mais tu vois, ok, tu la mets face à un problème et tu vois comment elle l'aborde. Tu vois, ça, t'as une question aussi qu'on adore poser pour voir ça en raisonnement. C'est, ok, combien t'as de cheveux sur la tête? Ah oui, je t'ai entendu dire ça déjà. Mais tu vois, c'est derrière, tu vois, elle te dit, suivant si la personne te dit, elle te sort un truc au pif, pas ouf. Tu vois, si elle te dit, je sais pas, il faudrait compter comme ça, ou je vais chercher l'info sur Google parce que je l'ai pas, ça c'est un truc. Et après, tu as un truc, c'est Kovan qui m'a raconté ça quand il est passé un entretien chez Amazon. Il l'avait foutu dans les bras d'un mec qui était un tueur techniquement, et le gars lui posait des questions. Et en fait, ils attendaient de voir à quel moment il allait dire « je sais pas ».
tu vois, plutôt que de broder. Tu vois. Et du coup, tu vas voir, au moment quand la personne va dire, je ne sais pas comment elle réagit, elle va dire, bah écoute, là, je ne sais pas, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais j'aimerais bien savoir. Et si elle te pose la question, et du coup, c'est quoi après? Tu vois, là, tu as l'info sur la curiosité, typiquement. C'est une des pistes. Je voudrais quand même porter la parole des candidats, des talents, s'il vous plaît. Il ne faut pas toujours imaginer qu'on a un job en or à proposer, avec le salaire du marché, avec les perspectives d'évolution du marché, avec un encadrement qui soit attentif et qui propose de nourrir l'imagination, etc. Juste, je vous dis ça parce qu'en fait, vous avez compris que c'est une transaction, c'est un échange entre des personnes. Mais il y a quand même beaucoup de situations, ça arrive assez fréquemment. En fait, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Au bout d'un mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, on a un tiers des tandems recruteurs-candidats qui sont OK, mais il y en a quand même très souvent où on me dit bah, en fait, le job est chiant, il n'y aura pas d'évolution, j'aurais pas dû bouger. Voilà. Je voulais vous dire ça. Merci pour cette parole du côté des recruteurs. On remercie des candidats. des candidats. Merci à Aurélie de WeBird, à Gaël de Junique, et merci d'avoir assisté à cette table ronde. J'espère que ça vous a plu. Et à table. Bon. Allez, Merci. vamos a comer.